Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre premier vlog. Alors, une chose, soyez indulgents, c'est notre premier vlog à Sophie et moi-même. Alors nous sommes très heureux de le faire. Nous avons constaté que vous êtes quand même déjà pas mal à vous abonner sur notre chaîne et ça nous fait vraiment plaisir. Et avec Sophie, donc, nous avons décidé, via ce vlog, de répondre à certaines de vos questions. Aux questions les plus posées. Alors, rassurez-vous, Sophie n'est pas présente dans la pièce, mais pour les fans hardcore de Sophie, rassurez-vous, elle est bien là, elle va participer au vlog. Elle était de son côté cet après-midi en balade et elle a répondu de son côté aux questions. Et donc moi je suis chez moi et je fais ça dans le noir, chacun son ambiance. Et ça plairait pas à Sophie, ça, cette ambiance, je crois. Elle aime bien le jour, moi j'aime bien la nuit, on se complémente. Donc voilà comment ça va se passer. Via la magie du montage, Sophie va me poser certaines questions, je vais y répondre. Et de mon côté, je vais poser des questions à Sophie qui y répondra de son côté. Voilà, donc je pense que la présentation est faite. Mal faite, mais faite quand même. Donc nous allons pouvoir commencer avec la première question. Coucou tout le monde, je suis au château de Rueil-Malmaison dans le 92 et donc j'ai quelques questions pour toi Guillaume. Alors, je les ai notées au cas où, parce que j'ai pas de tête. Depuis quand t'intéresses-tu au paranormal et quel est le but de tes enquêtes? Je te laisse répondre. Merci Sophie pour cette première question. Depuis quand je m'intéresse au paranormal et quel est le but de mes recherches et de mes expériences? Bon, bah, comme beaucoup, hein, quand j'étais petit, j'étais très intéressé par le paranormal. Les histoires de fantômes, les contes, les légendes, les films aussi. Ça m'a jamais vraiment fait peur, j'ai vraiment été très intéressé par ces histoires-là. J'adorais qu'on me raconte des histoires, j'adorais regarder des films. Et quand j'ai eu 20 ans, par l'intermédiaire d'un ami qui lui était vraiment dedans, et j'ai commencé à faire mes propres expériences. La TCI, avec à l'époque c'était les magnétos, les enregistreurs à cassette, du guéridon, enfin ces choses-là quoi. Et par contre, j'ai vraiment commencé à faire des expériences sérieuses. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, j'avais 37 ans et suite au décès de ma chienne Velvet, bon, je vais vous expliquer brièvement. Elle est décédée un midi et quelques heures plus tard, vers 18 h, j'étais au milieu du salon. Bah, il est là. J'étais au milieu du salon et elle avait perdu ce bouchon quelques jours avant. Il s'était glissé sous le canapé et elle adorait jouer avec. Et donc quelques heures après son décès, j'étais debout au milieu du salon et le bouchon qui était sous le canapé est sorti du dessous du canapé, a roulé vers moi et a cogné un de mes pieds. Et je vous assure, quand vous voyez ça, à moins de se mentir à soi-même et d'être borné, mais quand vous voyez ça, vous croyez au paranormal, vous croyez à une vie après la mort. J'ai toujours été intéressé par le paranormal, mais je demandais à voir. J'y croyais, mais j'étais quand même sceptique sur beaucoup de choses. Le jour où j'ai vu ce bouchon
rouler, sortir du dessous du canapé et rouler jusqu'à moi, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et depuis, j'ai acheté du matériel, Spiritbox, enregistrement numérique, caméscope, des lampes, enfin vraiment tout le matériel nécessaire à la communication à la TCI. Mais dans un premier temps, il n'était pas question de mettre ça sur YouTube. Hein. Mes premières vraies recherches, elles sont sur mon ordinateur, je garde tout. Là, ça fait 4 ans, ça va bientôt faire 5 ans que j'ai commencé à faire des recherches intensives, on va dire. J'ai 5 ans de résultats sur mon ordinateur. J'ai fait des sauvegardes, évidemment. Et donc, depuis que j'ai 40 ans, depuis 2016, là, je me suis décidé à partir sur le terrain et à mener ce qu'on appelle des enquêtes. À la nuance près que, étant donné que j'ai déjà eu la preuve, déjà ce bouchon-là, mais des preuves, j'en ai eu des dizaines et des dizaines, réellement, hein, j'ai vu de mes propres yeux des preuves que la vie continue, j'en ai eu donc des dizaines et des dizaines. Et si je vais maintenant avec Sophie, mais j'ai commencé tout seul, quand je vais sur le terrain, c'est pas pour savoir si la vie continue, c'est pas pour chercher des preuves. Beaucoup d'enquêteurs vont sur le terrain pour essayer de trouver des preuves. Mais nous, si on y va, c'est pour dialoguer avec les esprits présents dans certains lieux. Chaque lieu a une histoire, chaque lieu a connu des choses, des habitants. Et c'est pour ça qu'on va avec Sophie. Je réponds en même temps qu'à la deuxième question. Et c'est pour ça qu'on va sur le terrain. Mes recherches, et maintenant depuis 1 an avec Sophie, nos recherches, si vous voulez, avant, j'ai eu des dizaines, comme je disais, de preuves que la vie existait. Et grâce à nos recherches, les preuves s'accumulent. Donc c'était ça à la base, quand même, le but de nos recherches. Est-ce qu'il y a bien une vie après la mort? 3 ans de recherche, plus ce qui s'est passé avant, mais sur ces 4 dernières années, 3 ans de recherche et 3 ans de réponse. Oui, il y a bien une vie après la mort. Le sceptique qui est en moi, il a du mal à m'entendre ça, mais pourtant c'est vrai. 3 ans de réponse, 3 ans de recherche et de réponse. Oui, la vie continue après la mort. Et maintenant, donc, on va sur le terrain se confronter aux entités qui habitent sur place, se confronter à l'histoire des lieux. Je suis pas persuadé, mais ça n'engage que moi, hein, je ne suis pas persuadé que c'est en allant enquêter qu'on se met dans les meilleures conditions pour trouver des réponses. Le stress de l'enquête, faut faire vite. Ah, il y a l'urgence, le stress, tout ça, enfin, et je suis bien placé pour le savoir. Quand on fait des recherches, il faut quand même faire ça tranquillement. Il faut avoir l'esprit à ce qu'on fait. Et c'est ça aussi qui fait le charme des enquêtes, c'est qu'il y a une sorte d'adrénaline. Puis on ne sait pas du tout sur quel esprit, tout ça, on va tomber. Mais pour faire des recherches, rien ne vaut être chez soi, tranquillement, prendre son temps. Voilà, noter, regarder, écouter.
Voilà. Mais sur le terrain, ça apporte un autre plaisir. Et évidemment, on arrive quand même à avoir des preuves. Mais voilà, pour nous, les véritables preuves, ce sont les 3 années, enfin, 1 an pour Sophie et 3 ans vraiment pour moi. Voilà, là ce sont ces recherches-là qui nous ont donné des résultats. Les enquêtes, c'est un autre plaisir. On adore le faire, hein. Vraiment, on adore le faire. Mais, je ne vais pas me répéter, mais les enquêtes, pour nous, ce n'est pas pour chercher des preuves, puisque les preuves, on les a déjà. Les enquêtes, c'est pour communiquer avec les entités qui sont sur place. Voilà, pour répondre à ta question, Sophie, je vais remettre mon bouchon et tu... Alors, première question. Sophie, as-tu vécu des phénomènes paranormaux? Et si oui, peux-tu nous en parler? C'est à toi. Alors, salut à tous. Donc, pour répondre à ta première question, Guillaume, savoir si j'ai vécu des phénomènes paranormaux dans ma vie. Oui, donc je peux en parler. C'était il y a 6 mois, 1 an. Je venais d'emménager en fait au rez-de-chaussée d'un immeuble situé dans le 78 dans les Yvelines. Et donc ça faisait 1 an à peu près que j'étais très bien dans cet immeuble. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des phénomènes anormaux dans la maison, surtout la nuit. Donc ça a été très progressif. Ça a commencé par des coups dans les murs. Donc je n'arrivais pas bien à comprendre. Je pensais que c'était le voisinage, mais en fait, après en enquête, il s'avérait que c'était pas le voisinage, puisque j'avais pas de voisin sur ma droite. J'ai eu aussi la télé qui s'allume seule la nuit, souvent aux mêmes horaires, entre 2h et 3h30, donc qui me réveillait. J'ai la lumière aussi qui s'éteignait, qui s'allumait seule, et une espèce d'apesanteur dans la maison à partir de 18-19h, comme je l'ai souvent décrit, similaire à la minute avant l'orage en fait. Donc, j'arrivais petit à petit à voir aussi des orbes qui se déplaçaient dans la maison, donc en filmant, et à l'œil nu aussi. Et comme les phénomènes ont duré un bon petit bout de temps, au bout de 7-8 mois, donc je me suis décidée à appeler un médium. Le médium s'est déplacé de Paris, et donc il a fait des tests dans la maison pour savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc il a questionné avec l'aide d'une spirit box l'entité présente dans la maison. Donc il a délimité une femme qui était très collée à moi en fait, qui ne voulait pas de mal, hein, il a bien dit, mais qui s'exprimait par rapport à moi, qui m'appréciait, donc entre guillemets, qui me collait avec un petit enfant. Et à l'époque, j'entendais souvent comme si quelqu'un grattait par terre ou si quelqu'un se promenait. Parfois, je me suis même dit, mais il y a des rats ou des chats chez moi, il y a des animaux. Et ce que je prenais pour un animal, en fait, c'était son enfant. Voilà. Donc, c'était vraiment un phénomène, on va dire, c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal pollué et je m'en inquiétais. Bon, après l'aide du médium, c'est vrai qui m'a rassurée, qui m'a dit, bon, vous aurez beau déménager, vous êtes amené à avoir des choses que pas tout le monde peut voir, et même en déménageant, ça changera rien. Donc, il faut leur parler, il faut communiquer avec eux, et tout normalement devrait mieux se passer. Donc c'est vrai que depuis son passage, je suis quand même moins effrayée, et en communiquant, on arrive à ne plus avoir certaines choses. Voilà.
Donc oui, j'ai eu pas mal de phénomènes paranormaux depuis ces derniers mois. Et donc je peux en parler, bien que gamine, je me servais aussi des magnétophones de l'époque, des magnétophones à pile, pour enregistrer des voix à blanc en fait. Donc, je m'amusais comme ça à poser des questions, qui êtes-vous, comment allez-vous, et il y avait toujours des réponses en fait au magnéto. J'étais adolescente. Après j'ai laissé cette période. J'ai pas ni pratiqué de Ouija ni quoi que ce soit d'autre. Il arrivait que sur certaines photos, j'avais des orbes ou des phénomènes, mais bon, je ne me suis pas attardée plus que ça dessus en pensant que c'était un problème de flash ou autre. Voilà pour répondre à ta première question. Question numéro 2. Peux-tu nous expliquer les recherches à mettre en place avant de te lancer dans une enquête? À toi. Alors, deuxième question, peux-tu nous expliquer les recherches à mettre en place avant une enquête? C'est... 3, 4. Alors, merci Sophie. Expliquer les recherches à mettre en place avant de partir en enquête. Déjà, j'ai envie de dire que la pré-enquête est essentielle, est obligatoire, à une exception près. Quand on connaît les lieux vraiment par cœur, comme c'est le cas par exemple, comme ça a été le cas pour moi lors de ma première enquête, les 2466, j'ai vécu là-bas pendant 20 ans. Donc le terrain, je le connais par cœur, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, je le connais par cœur. Mais bon, ça, voilà, c'est une exception, ça ne rentre pas en ligne de compte. Quand on ne connaît pas le terrain, il y a donc une pré-enquête à faire, 2 jours, ça c'est obligatoire aussi. Pourquoi le jour? Tout simplement parce qu'il faut qu'on voit bien s'il y a des trous, s'il y a des endroits qui peuvent être dangereux. C'est pas avec les lampes la nuit où le champ de vision est restreint qu'on peut voir tout ça. Donc ça c'est une chose, et c'est la chose d'ailleurs la plus importante. Après, il y a des endroits historiques qui nécessitent certainement une recherche particulière, comme qui a vécu là, en quelle année, quels sont les faits importants qui se sont passés. Ça c'est plus un domaine, ça sur le terrain, ça c'est en ouvrant des bouquins ou en étant sur internet. Donc voilà, il y a 2 choses. Aller sur le terrain la journée pour voir comment c'est fait. Et ensuite, une recherche qui n'est pas obligatoire. J'ai commencé moi mes enquêtes par exemple l'église abandonnée. Et j'ai voulu connaître l'histoire du lieu, certainement pour m'y imprégner. Mais ça évidemment après si le côté historique dans l'enquête si on veut en parler, oui là c'est important de faire des recherches pour savoir ce qu'on dit, pas dire n'importe quoi, ça me paraît logique. Mais à mes yeux, si vraiment on fait l'impasse sur le côté historique, là du coup c'est plus nécessaire de rechercher ce qui s'est passé avant. L'église abandonnée, j'ai fait des recherches. Et ensuite, ça a été, si je dis pas de bêtises, ça a été la bataille de Laudon. La seule chose que je savais, c'est qu'il y a eu la guerre
lorsque le camp a été libéré, les nazis se sont regroupés dans ces plaines et ont été chassés. Il y a eu 7000 morts. Voilà, ça je le savais, mais j'ai pas poussé plus loin les recherches parce que je trouvais que ça ne servait à rien finalement. Ça m'apportait rien de plus par rapport à l'enquête en elle-même. Par contre, si je ne fais pas de recherche, j'ai entendu un bruit. Pour moi, je parle pour moi, je parle pas au nom de tous les enquêteurs, mais une fois que j'ai fait l'enquête et que j'ai les résultats, là ensuite, ça m'intéresse ce côté historique. Je pense que vous l'avez vu, mais justement dans la bataille de Lodon, à un moment donné, je demande, il y avait une entité qui me parlait via la Spirit Box, et je lui ai demandé son matricule. Et ça m'a répondu le numéro 23. Sauf que avant, donc, je n'ai pas fait de recherche. Je savais que les soldats avaient des matricules, mais est-ce que c'était un chiffre qui faisait 3 km de long, ou c'était une suite de lettres? J'en savais rien, et ça m'a donné le numéro 23. En rentrant, j'ai fait une recherche. Et c'est là que j'ai appris que chaque soldat avait un matricule qui lui était propre, et que ça commençait par le chiffre 1. Voilà. Là, c'est pour ça que j'ai fait, une fois que j'avais les résultats, c'est pour ça qu'après je suis allé voir pour pour comparer mes résultats. Est-ce que mes résultats sont crédibles? Ah bah oui, effectivement. Le matricule 23 est un matricule qui existe. Parce que ça commence à 1. Et justement, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que, et je le mets dans l'enquête, le matricule 23, il y a bien un soldat au matricule 23 qui a participé à la guerre de Lodon et qui est décédé. Voilà. Et si j'avais fait des recherches sur les matricules avant, ça m'aurait rien donné. Par contre, une fois que j'avais les résultats, là, ça me semblait important de me renseigner. Et c'est valable pour maintenant toutes nos enquêtes. Avec Sophie, on ne fait quasiment pas de recherche avant. Et ça évite peut-être inconsciemment d'être influencé. Si vous savez par exemple que le propriétaire d'un château, mettons, s'appelait Paul, quand vous allez écouter la Spirit Box, peut-être qu'inconsciemment vous allez attendre qu'un Paul soit énoncé, soit dit. Ça peut peut-être éventuellement, je dis éventuellement, j'en sais rien, mais ça peut peut-être éventuellement fausser les résultats. Par contre, voilà, une fois que vous avez les résultats et que vous entendez, je sais pas moi, Marcel, et qu'en faisant vos recherches, vous tombez sur un papier qui dit qu'il y a bien un Marcel qui était propriétaire, voilà. C'est dans ce sens-là, ouais. Sophie, deuxième question. Peux-tu nous parler de ton meilleur et de ton pire souvenir en enquête? C'est à toi de répondre. Alors, meilleur souvenir en enquête, ce serait le Château des Trophées. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir un lieu aussi grand, aussi magique pendant autant d'heures. Donc une fois qu'on était dans le château, on s'est enfermé dans le château. C'était super, on a découvert les souterrains, on a découvert le grenier, c'était magique. Pourtant, il n'y a pas eu beaucoup de réponses, hein, c'était quand même assez calme. Niveau paranormal, je parle. Mais quand même, c'était une belle expérience et pour moi, c'était vraiment mon meilleur souvenir. Et pire souvenir en enquête, je dirais la dernière maison qu'on a faite, où on est resté très peu de temps. La maison Bunker, on l'a appelée.
On est resté une quinzaine de minutes. Et moi, j'étais très contente dans cette maison. Enfin, c'était vraiment la maison, quoi, la ruine par excellence. Où, évidemment que plus c'est en ruine et plus il y a d'entités sur le terrain, donc plus il est facile de discuter. Et j'étais vraiment très heureuse d'aller dans cette maison. J'ai filmé tout ce que j'ai pu filmer. Bon, malheureusement, Guillaume n'était pas réceptif et donc il a préféré partir rapidement. Et concours de circonstances, juste après, on a eu une autre maison qui nous a attirés, comme par hasard. Et cette maison était très dangereuse. Donc, c'était une maison trouée au niveau du plancher sur étage et bien dissimulée. Et bon, c'était un petit peu source de conflit, on va dire, pour y accéder. Donc finalement, on l'a pas faite non plus. Donc c'était quand même une petite frustration, on va dire, plutôt qu'un pire souvenir. Sinon, au niveau peur, on va dire, une des seules fois où j'ai eu vraiment peur, je pense que c'est chez Léon, avec le grenier qui était très très bruyant et vraiment chez Léon, il y a eu un moment où on voulait pas de nous. Et là, j'avoue que j'ai eu peur. C'est pas pour autant que c'est mon pire souvenir. Voilà. Troisième question. Parle-nous un peu du matériel que tu utilises pour enquêter. C'est à toi. Alors, notre matériel, c'est simple. 2 caméscopes, dont un Night Vision, 2 enregistreurs numériques, celui de Sophie, un micro filaire, un tout petit micro. Vous avez déjà dû le voir, souvent elle le met autour de son cou, de son écharpe. Ah non, c'est pas une écharpe, Sophie, mais je me rappelle plus le nom, excuse-moi. Donc 2 enregistreurs numériques, 2 caméscopes, un K2 et la fameuse Spirit Box, le deuxième modèle, le modèle SB11. Et c'est tout. Bon, j'ai une lampe bleue là que vous voyez, des torches, ça s'arrête là. Nous n'avons pas de thermomètre, nous n'avons aucun pod. Il y a un autre, il y a quelque chose qui ressemble au K2, je me rappelle plus le nom. Enfin, tout le reste, nous n'avons rien d'autre. C'est un choix. C'est un choix et pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que selon nous, là je parle au nom de Sophie également parce que je sais qu'elle pense la même chose. Si les entités ont envie de vous parler, elles vous parleront. Et c'est pas en ayant pour 5 000 € de matériel que ça changera quoi que ce soit. Après, donc ça c'est une chose, moi je vais revenir dessus. La deuxième chose, évidemment qu'après au niveau du montage, c'est moins compliqué. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Je pense que tout ce qui est électronique, les pods, le K2, c'est pas assez fiable selon moi. Il y a des tas de choses qui peuvent faire sonner un K2, il y a des tas de choses qui peuvent faire sonner un pod. Comment être sûr à 100% si votre pod se met à sonner, comment être sûr que c'est une entité? C'est ça la question que je me pose. Nous, le matériel qu'on a, voilà, 2 caméscopes pour filmer, et en même temps, ça fait donc avec les micros, on capte le son, et 2 enregistreurs. Le K2, je le compte même plus parce qu'on s'en sert, mais quasiment plus. Le K2, d'ailleurs, si on s'en sert,
c'est pas pour essayer de trouver des fantômes, c'est pour on s'en sert comme il doit pour sa fonction première, savoir s'il y a des champs électriques. C'est pour ça qu'on se sert du K2. Mais vu qu'on n'a pas de pod, vu qu'on n'a pas ces trucs-là, à quoi ça nous sert de savoir s'il y a de l'électricité qui passe? Ça n'influence en rien sur les PVE et ça n'influence en rien sur la présence d'entités. Comment dire? Oui, voilà. Et en plus, si vous êtes en train de parler à une entité, si elle vous parle, qu'elle vous répond, c'est qu'elle est là, à côté de vous ou pas loin. À quoi ça sert d'avoir un pod qui va se mettre à sonner? À rien. C'est mon avis, hein, c'est notre avis. Je ne juge pas les autres enquêteurs qui ont décidé d'utiliser ces appareils-là. Mais quand vous avez un PVE, vous avez un PVE. J'ai énormément d'expérience dans la musique parce que ça fait 20 ans que je suis dans la musique, même si maintenant j'ai plus ou moins arrêté de faire de la musique. Disons que maintenant je me sers de la musique pour faire pour mettre de la musique dans nos épisodes. J'ai 20 ans de musique derrière moi. Je suis né avec l'oreille musicale, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est comme ça. Quand vous avez un PVE, donc je sais reconnaître les PVE, c'est un PVE. Quand vous avez le K2 ou pod qui sonne, comment vous pouvez dire c'est une entité? Moi, pour être sûr qu'il y a une entité, c'est très simple, et là moi, je ne suis pas le seul, mais j'ai des frissons. Et en même temps, je sens un air, même pas froid, mais un air glacial. C'est glacé. Ça peut être les frissons et l'air glacé, ou ça peut être les deux en même temps. Je préfère faire confiance à mon ressenti qu'à du matériel qui peut détecter tout et n'importe quoi. C'est notre avis. Donc c'est pour ça que nous avons très peu de matériel. Outre le fait qu'après ça réduit l'analyse, bon, enfin ça c'est normal. Outre ce fait-là, ça permet déjà de ne pas avoir de fausses interprétations. C'est déjà pas si simple. Alors si en plus vous rajoutez du matériel et vous n'êtes même pas sûr, ça sert à rien de se compliquer la vie. C'est pour ça qu'avec Sophie, nous avons décidé d'avoir le strict minimum en matériel. Et concernant la Spirit Box, le modèle SB11, excusez-moi, on entend beaucoup de gens, mais même des enquêteurs. C'est là que, bon, encore des gens qui ne sont pas enquêteurs, je comprends. Même Sophie au début, Sophie, tu avais des doutes, et c'est bien de douter, hein. C'est pas parce qu'on croit à une vie après la mort qu'il ne faut plus douter, il faut toujours se poser des questions. Mais que des gens voilà, qui ne sont pas enquêteurs ou qui ne sont pas vraiment à fond dans le paranormal se posent ces questions-là, je trouve ça normal. Maintenant qu'un enquêteur arrive et décrète que la Spirit Box ne sert à rien et que ça ne fonctionne pas, là je ne suis pas d'accord. Le peu de matériel qu'on a, nous on a fait des tas d'expériences, des dizaines et des dizaines d'expériences pour être sûr que c'était fiable.
on en a on a 4 ans de TCI dans mon ordinateur. Des séances avec la Spirit Box notamment. Et d'ailleurs j'ai mis une vidéo sur la chaîne qui s'appelle Images et Spirit Box. Et justement, si j'ai fait cette expérience-là, je l'avais fait avant mais ça n'avait pas été filmé. Mais l'expérience était concluante, donc je l'ai recommencé et cette fois-ci je l'ai filmé. Je suis parti du principe que les gens qui n'y croient pas pensent que c'est la radio. Alors oui, le modèle, le SB7, effectivement, il y a la radio, on capte la radio. Donc je ne parle pas de ce modèle-là, je parle vraiment de la SB11, qui ne capte pas la radio si vous enclenchez l'option. Parce que vous pouvez la mettre en mode radio, mais là, vous captez la radio tout le temps, ça peut servir de radio. Mais quand vous l'activez vraiment en Spirit Box, il y a 2 Spirit Box dedans, enfin quand vous l'activez en Spirit Box, ça nous est déjà arrivé avec Sophie de brancher la Spirit Box et de ne rien avoir pendant une demi-heure. Donc déjà, c'est un premier élément. S'il y avait la radio, on entendrait la radio tout le temps. Bon, mais donc c'est pour ça qu'on a fait cette expérience, que j'ai fait cette expérience-là, c'est parce que j'entendais tout le temps, mais oui, c'est le hasard, c'est la radio, patati, patata. Bon. L'expérience, elle dure 22 minutes, je passe des images, une voiture, un arbre, un piano, un requin blanc, Bourvil, de Funès, Leonardo DiCaprio, bon. Donc ça fait à peu près, il y a une quinzaine, ça me fait une quinzaine d'images. Il y a 2 images où il n'y a aucune réponse. Et il y a une image, la rose, où ils ne disent pas rose, ils disent utopiste. Alors là, je serai incapable de vous l'expliquer, mais il y a un rapport entre ce mot utopiste et les roses. Bon, donc déjà on est quand même dans une bonne réponse. Toutes les autres images, et notamment parce que celle-là, c'est celle qui m'a marqué le plus. Je passe l'image du requin blanc. Et là, c'est comme s'ils étaient tous à se battre pour dire en premier ce qu'ils ont vu. Vous entendez, requin, requin, c'est un requin. C'est un requin blanc. Oh, il est monstrueux. Vous pensez vraiment que si c'était la radio, en plus ça balaye vite les fréquences. Vous pensez vraiment que si c'était le pur hasard, j'aurais 5 réponses à la suite. Et il n'y a rien d'autre entre deux. C'est les 5 seules réponses, c'est ce que je viens de vous dire. Requin, requin, requin blanc, requin. Pensez vraiment que si c'était la radio aurait parlé d'un requin pile à ce moment-là. Surtout qu'après, il y a la guitare, plus loin, ça dit guitare. Ça dit 2-3 fois guitare, si je dis pas de bêtises. Ça va même jusqu'à dire une pelle. Et là, ça m'a bien fait rire, parce que la pelle, c'est un surnom qu'on donne aux guitares. Ils ont trouvé Leonardo DiCaprio, ils ont trouvé Bourvil, ils ont trouvé tout le reste. Une pomme bleue, ils ont trouvé. Le crocodile, ils l'ont trouvé. Le piano, ils l'ont trouvé. Alors, vous pensez vraiment qu'à chaque image que je donne, à chaque fois je tomberai sur une radio qui me sort le mot correspondant à l'image? C'est pas possible. Donc j'ai eu la confirmation, le test est pour moi positif, la Spirit Box 11 est fiable. Et là, je peux vous dire que dans nos séances de TCI, ou même en enquête, la bataille de Lodon, quand je demande quel est votre... je sais plus comment je dis, mais bon, je dis de quel pays êtes-vous? Irlande. Ça me sort Irlande. Et là, je demande, soldat, ah mais j'ai une puce ou quoi? Les gars, t'as des puces? Je demande, soldat, quel était votre statut? Capitaine, caporal ou simple soldat?
Et là, ça me sort direct. Vous pouvez l'écouter, c'est sur l'enquête. Simple soldat. Vous pensez vraiment que la radio, pile à ce moment-là, m'aurait donné simple soldat? Voilà, des exemples comme ça, on en a des centaines. Donc, je vais conclure là-dessus pour pas faire 1 heure sur la Spirit Box. La Spirit Box, elle est fiable. Les enregistreurs numériques sont fiables. Les caméscopes sont fiables. Voilà. On s'arrête là niveau matériel. Le reste, on n'en a pas. Parce que à nos yeux, il faudrait peut-être faire des tests là-dessus. À nos yeux, c'est pas fiable. Voilà. Quand le K2 sonne, et ça peut être la Wi-Fi, ça peut être n'importe quoi. Bon, j'ai quelques fois aussi, c'est vrai que j'ai filmé des orbes passer, et puis à ce moment-là, le K2 détecte une entité. Le K2 fonctionne, je dis pas le contraire, mais c'est trop aléatoire. Là, c'est trop aléatoire pour que ça soit fiable à 100%. Et nous, ce qu'on veut dans notre matériel, c'est qu'il soit fiable à 100%. Voilà. Et par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas. Il y a des balais, c'est ça que Sophie, t'es pas très... Enfin, t'es moins emballé que moi, on va dire. Mais c'est l'Ovilus. C'est Lionel tu nous en as parlé, Lionel de l'Ovilus. Et c'est, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de spirit box. Mais plutôt que de scanner la radio et qui fait ça, en fait, le mot va s'afficher sur l'écran LCD, enfin l'écran de l'Ovilus. Donc plutôt que d'entendre, vous voyez le mot qui s'affiche. Il me semble que ça le dit aussi, mais c'est pas via la radio, donc vous comprenez bien. En fait, il y a une base de données dans l'Ovilus. Et ça va, si par exemple, si l'entité dit pomme, et ben, si le mot est dans la base de données, effectivement, ça va dire pomme, comme ça, avec une voix robot. Mais ça peut être intéressant, et c'est peut-être le prochain matériel que je vais tester. Et si les tests sont positifs, ce jour-là, je vous ferai le test en vidéo. Si ce jour-là, le test est positif, et ben, je le mettrai sur Internet, et avec Sophie, pour mon anniversaire, je veux bien un Ovilus, s'il te plaît. Donc, dernière question, si je comprends bien, c'est ça, Sophie? Sophie, 3e question. Est-ce que tout le monde peut se lancer dans la recherche en paranormal ou faut-il avoir des capacités particulières? C'est à toi de répondre. Alors, 3e question. Donc, tout le monde peut-il se lancer dans les recherches en paranormal ou faut-il avoir des capacités particulières? Je dirais quand même attention. Je vais mettre mon veto sur cette question-là. Donc, tout le monde, non. Déjà, il faut avoir atteint une certaine maturité dans la tête. Déjà, c'est la condition numéro 1. Vous n'allez pas vous lancer avant 25-30 ans, déjà. C'est pas possible. Il faut avoir vécu des choses auparavant. Il faut rester énormément sur la réserve. Donc, avoir atteint quand même un degré, on va dire, de connaissance de soi qui permet de savoir jusqu'où vous pouvez aller et jusqu'où vous ne voudrez pas aller. Parce que vous êtes amené quand même à rencontrer des entités qui ne sont pas toujours positives. Il faut le préciser. La plupart quand même peuvent aussi tenter de vous attaquer ou de vous déstabiliser. Donc il ne s'agit pas d'en sortir un peu traumatisé ou d'en sortir déçu. Donc le but vraiment c'est d'y aller en toute maîtrise de soi et de savoir pourquoi on y va. Donc nous, notre objectif c'est de confirmer qu'il y a bien une vie après la mort. C'est nullement un amusement ou le fait d'épater la galerie. Voilà, nous ce qui nous intéresse c'est ça, de dire, de faire part de nos expériences aux autres pour que on reconnaisse que la vie après la mort existe. C'est ça notre but. Donc non, tout le monde ne peut pas se lancer dans des recherches. Les capacités particulières, je dirais oui, il en faut quand même. Il faut
quand même une sensibilité extrême. Vous allez recevoir des informations au niveau du nez, au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau de la bouche et du toucher. Donc vous devez être quand même, on va dire, très sensible pour accepter ces informations et pour pouvoir les comprendre après. Donc ça se manifeste souvent qu'on vous touche ou on vous frôle ou on essaie de vous faire partir. Et quand on essaie de vous faire partir, il faut savoir comprendre que voilà, vous ne devez pas rester. Vous ne devez pas rester, c'est important. Parce que ça peut déclencher un séisme, ça peut très mal se finir pour vous et pour votre entourage. Donc, restez très vigilant sur ce point-là. Vous devez quand même avoir une sensibilité, un grand respect aussi des entités qui sont là. C'est très, 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 très important. Soyez toujours respectueux. Annoncez-vous. Vous avez parfois des gens qui sont bloqués dans un autre monde, donc qui, par exemple, lors des suicides ou lors des morts violentes, qui ne savent pas, qui sont décédés. Quand on va dans les champs abandonnés ou des champs de bataille, on parle notamment de la côte 112 avec Guillaume, on sait bien que certains soldats tués sur le champ n'ont pas pu être prévenus et n'ont pas compris en fait qu'ils sont décédés. Ils errent en fait dans les champs et dans les bois. Donc le traumatisme est certainement suffisamment grand pour ne pas qu'en plus on leur en rajoute. Voilà. Voilà pour répondre à ta question. Et enfin, que ressens-tu avant et pendant l'enquête? Bonne réponse. Dernière question, donc, la Léa. Bonjour Léa. Tu dis bonjour au monde entier. Regarde, t'es là-bas. Ouh. Ah mais qui est... J'allais dire un gros mot. Qui est con ce chien. Et toi, qu'est-ce que tu ressens pendant les enquêtes? Ah, ça c'est... avant de répondre à la question, c'est vrai que pour ceux qui se posent la question du pourquoi, on me l'a déjà demandé, ça, pourquoi je prends le chien. Bah, le chien, c'est rassurant d'avoir un gros toutou, parce qu'en enquête, vous savez jamais sur qui vous pouvez tomber. Bon, évidemment, si on tombe sur un sanglier, toi, tu risques plutôt de te barrer. Non, touche pas ça. Par contre, si vous tombez sur des gens, elle va vous protéger. Intérêt, hein. Ouais. Et en plus, j'ai remarqué qu'elle entend des PVE. Et oui, elle entend des PVE. Mais c'est normal parce qu'ils ont comme Louis beaucoup plus développé que nous. C'est marrant de constater que des fois, dans l'enquête, vous voyez, il y a un PVE qui arrive de la droite. Moi, je n'entends rien du tout. Et elle tourne la tête et puis vous avez les oreilles qui gigotent comme ça. Pas comme ça, hein, mais qui gigote aussi qu'elle a entendu quelque chose. Donc elle confirme les bruits que je peux entendre et en même temps elle confirme les bruits que j'entends pas. Et c'est vrai que quand j'entends un bruit et que le chien l'entend aussi, bah, c'est une preuve de plus que vous n'avez pas rêvé. Et donc qu'est-ce que je ressens en enquête? Bah, c'est vrai que je différencie les enquêtes de nos recherches, bien que les enquêtes soient quand même quelque part une recherche. Mais autant les recherches chez nous, avec Sophie, on prend le temps de faire les choses, de les décortiquer. On peut rester 2 heures, 3 heures sur un truc, c'est pas grave, on recommence le lendemain, et on recommence. Et puis vous n'êtes pas stressé. Alors qu'évidemment en enquête, c'est plus difficile, c'est pas la même sensation parce que vous n'êtes pas chez vous, et les entités, vous allez dans des maisons où vivent des entités, des fois elles sont contentes de voir des gens, mais souvent j'ai constaté que dans les maisons, elles n'aiment pas trop être dérangées. Et on en a fait la preuve il y a quelques jours de ça, à la maison en bord de mer, là, un bunker, où on s'est fait dégager comme des débutants, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai,
ce que nous apportent pas les recherches, on le trouve en enquête. Et vice versa. Les deux sont complémentaires. Mais par contre, c'est vrai que ça donne un petit côté d'adrénaline, parce que quand vous êtes dans une maison et que vous entendez des bruits au-dessus de votre tête et que vous avez une porte qui se ferme devant vous ou qui s'ouvre, le cœur il bat la chamade, hein, comme on dit. Donc ce sont deux choses totalement différentes. Les recherches à domicile qu'on fait d'un côté et les enquêtes qu'on fait de l'autre. C'est pas du tout la même chose, les deux sont complémentaires et les deux sont très intéressantes. J'aime autant faire des recherches chez moi, voilà, qui peuvent durer des semaines et des semaines, et j'aime autant ça que d'aller sur le terrain de temps en temps, et là c'est autre chose, quoi. C'est une autre façon de vivre le paranormal, plus de stress, plus de méfiance, et puis évidemment ça permet de dialoguer avec des entités avec qui vous ne parleriez pas chez vous. Voilà, ça, et c'est bien d'ouvrir, d'élargir ses horizons. C'est pas en restant chez moi que je vais discuter avec des entités qui habitent dans un château ou ailleurs. Et c'est vrai que donc, du coup les deux sont complémentaires. Et c'est pas la peine d'aller enquêter de nuit pour avoir des frissons. Hein. D'ailleurs les enquêtes de nuit, comme je l'ai déjà dit dans les commentaires, ça n'a rien d'obligatoire. Quand vous enquêtez en forêt ou en centre-ville, d'ailleurs j'ai fait une enquête qui n'est jamais sortie, j'ai eu des résultats, mais malheureusement entre les mouettes, les églises, les voitures, les motos, les bus, ça ne servait à rien de la mettre en ligne. Pourtant j'ai eu des résultats, c'était dans un cimetière dormant, donc qui est ouvert au public, qui est complètement abandonné, et ça a frappé dans un caveau. Et ça a vraiment frappé dans un caveau. J'avais mis une caméra fixe devant un caveau et ça a frappé dedans et on voit même un orbe à l'intérieur du caveau. Et vous entendrez comme ça 4 fois. Là, je l'ai fait 3 fois, mais ça 4 fois. Et, mais par contre, au niveau pollution sonore, voilà, là j'aurais pu le faire la nuit seulement. La nuit il est fermé ce cimetière. Donc la nuit, c'est pas nécessaire. Et tout bon enquêteur, normalement, vous le dira. Et puis, de toute façon, il faut aussi partir du principe que pour avoir des résultats, il faut se sentir bien psychologiquement, psychiquement. Il faut être à l'aise, il ne faut pas être stressé, il faut mettre toutes les chances de son côté. Et le fait d'être la nuit, on voit moins bien et on est plus stressé. Et forcément que ça joue sur les résultats. Mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas énormément d'enquêteurs qui font ça le jour. Mais ça, chacun son point de vue. Moi, je sais le mien, je sais pertinemment que s'ils font ça, c'est pour les vues. Parce que c'est les vues ou pour le côté spectacle. Mais c'est vrai qu'avec Sophie, nous, on est plus dans la recherche qu'on diffuse sur Internet. Enfin, la recherche entre guillemets, hein, parce que ça reste quand même des enquêtes. Mais on n'est pas dans le divertissement, on n'est pas dans le show, on se donne tous les moyens pour avoir le maximum de résultats. On fait des expériences, la poupée, la Thérèse qui est là-bas d'ailleurs. Tiens, pardon, je cherchais la poupée, la farine, on fait des expériences. Et on fait ça aussi le jour pour qu'on soit le plus à l'aise psychiquement. Voilà, Thérèse, voilà. Voilà, donc je pense avoir répondu à vos questions. Et Sophie, t'es contente de mes réponses, c'est bon? Et Léa aussi. Donc voilà, je vous laisse sur ces images de Thérèse. Hop. Ça a été une bonne expérience que l'on refera. Bien évidemment, on reviendra vers vous pour vous donner le prochain thème, le thème du prochain vlog, hein, bien évidemment. On va pas faire ça systématiquement, mais de temps en temps, c'est sympa.
Sophie, dernière question. Peux-tu nous parler de ton duo que nous formons et nous dire les avantages d'être à deux en enquête? C'est à toi de répondre. Et dernière question. Peux-tu nous parler de ton duo avec Guillaume, les avantages d'être à deux? Comment travaillez-vous et comment ça se passe? Donc, les avantages d'être à deux. Vraiment, vraiment bien. Donc rappelons déjà que l'urbex ne peut pas être seul. Si jamais vous avez un souci sur votre chemin, vous pouvez rencontrer des mauvaises personnes, vous pouvez avoir une chute ou avoir un toit qui s'effondre sur vous ou un plancher qui cède. Donc toujours être à deux et donc toujours un à l'extérieur, un à l'intérieur lorsque vous faites vos repérages. C'est ce que je dis toujours à Guillaume. Guillaume, je pense, est d'accord. Donc les avantages d'être à deux, c'est déjà ça, une sorte de surveillance en fait. Ensuite, tous les deux, on se complète. Donc l'un va prendre la caméra pendant que l'autre va poser des questions aux entités. On se filme. Donc s'il y en a un qui est pas bien, l'autre sera là pour toujours le prendre en considération et faire en sorte qu'il aille mieux. C'est aussi des bons moments de rigolade, hein. Évidemment qu'à deux, on se détend et on est moins stressé sur les lieux d'enquête, parce que faut savoir que c'est pas donné quand même à tout le monde. Il faut quand même avoir du cran. Il faut passer parfois des portiques. Il faut des portiques qui sont parfois fermés. Il faut sauter des barrières. Il faut surveiller le voisinage. Il faut éviter la police. Il faut bien sûr faire très attention. Parfois, tout récemment, on a voulu aller dans une maison qui s'avérait être piégée de l'intérieur. On n'a pas encore pu d'ailleurs y rentrer. Donc on ne savait pas trop. Donc chaque pas dans le jardin était même un stress de se dire est-ce qu'il n'y a pas un piège à loup ou quoi que ce soit. Parce que vous avez toujours des gens mal intentionnés qui vont pas vous laisser rentrer dans leur maison, même si ils sont plus là. Il y a des gens parano qui camouflent un peu la baraque. Donc c'est vraiment un avantage d'être à deux, même à trois, parce qu'il y a Léa aussi. Donc Léa qui quand même peut être amenée à nous défendre si jamais il se passe quelque chose, ou si on tombe aussi sur un animal. On peut tomber sur un chien, on peut tomber sur un renard dans certaines maisons, par exemple dans la forêt, on ne sait pas encore sur quoi on peut tomber. Donc Léa peut aussi dissuader les entités parfois, comme les entités peuvent aussi jouer avec elle. Donc en fait, quand on est en trio comme ça, on a quand même plus d'énergie, ce qui permet aux entités aussi de puiser, parce que les entités puisent dans nos matériels, les piles, dans les K2, dans les caméscopes, dans nos téléphones aussi, bien que souvent ils soient éteints. Ça permet aux entités d'avoir plus de possibilités de communiquer avec nous. Ensuite, on a des ressentis différents. Donc, si l'un se sent mal, en général, l'autre peut aussi se sentir mal, mais le plus souvent, il y en a un des deux qui est touché à des moments différents. Ça permet d'alerter l'autre que bon, faut peut-être pas traîner trop longtemps sur les lieux. Donc voilà, c'est une très belle expérience de faire nos enquêtes à deux. On est très complémentaires. L'un filme, l'autre pose des questions. Voilà, c'est une belle expérience à deux et on espère que ça vous plaît. Bon bah écoutez, je vous remercie et puis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres enquêtes. Et à bientôt aussi dans les commentaires. Continuez de nous répondre. Nous, avec Sophie, on adore vous répondre. Parce que ça ne s'arrête pas aux vidéos, les enquêtes. Et après, c'est bien que chacun pose ses questions, ses doutes, ou voilà, enfin, tout ce que vous voulez. C'est bien d'en débattre. Le débat est ouvert et le débat est important. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bonne journée. Au revoir. Merci Sophie d'avoir répondu à toutes ces questions. À plus tard.